Bonjour à toutes et à tous. Radio des Sans-Voix s'intéresse à l'affaire Tassili Airlines, une affaire quand bien même claire. Mais M. Kourdourli Hassain se retrouve victime dans cette affaire, l'affaire des pilotes faussaires. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Monsieur Kourdourli Hassain, merci d'accepter notre invitation. Je tiens à vous remercier, monsieur, de l'invitation qui m'a été faite auprès de votre honorable radio. Monsieur Kourdourli, l'un des pionniers de la médecine d'urgence et opérationnelle de la protection civile algérienne, un médecin expert judiciaire et évaluateur médical, agréé par les autorités de l'aviation civile et de la météorologie. Hassain Kourdourli a des révélations à faire à Radio des Sans-Voix sur le recrutement des enfants de hauts responsables par Tassili Entreprise Aérienne, une filiale de la compagnie Tassili Airlines. Mais avant tout cela, nous allons parler de Hassain Kourdourli, un diplômé en doctorat en médecine de la faculté de médecine à Alger en 1989, médecin expert judiciaire assermenté près de la Cour suprême et le Conseil d'État, médecin de sécurité sociale algérienne, diplômé de la CNES, Saint-Étienne, France, promotion 2000, un médecin expert et médecin expert consultant des Nations Unies en matière de catastrophes et sécurité civile et sanitaire, novembre 2001, diplômé en victimologie, février 2002 à février 2003 de l'INAVEM Paris. Mai 2011, recruté par la compagnie Tassili Agro-Aérienne, filiale de Tassili Airlines, en qualité de chef de département chargé des évacuations sanitaires. Monsieur Hassain, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de faux pilotes? Bon, j'ai été recruté pour mon savoir-faire dans le but d'élaborer le projet d'évacuation médicale aérienne pour la zone sud et beaucoup plus pour les gens exposés à des accidents mettant en pronostic vital. Donc c'était spécialement pour la compagnie et le groupe Sonatrach ainsi que les éventuels partenaires et le cas échéant pour tous les citoyens susceptibles d'être victimes d'accidents de la route dans la zone sud ou mettant en jeu leur pronostic vital. Le projet a été élaboré par mes soins, mis, ficelé et remis aux responsables directs dans le but de mettre à contribution tous les équipements matériels, c'est-à-dire les aéronefs nécessaires ainsi que les équipements médicaux pour pouvoir mettre à cheval tout ce projet. L'avènement d'un second directeur général, parce que j'ai été appelé par le premier directeur général dont on a mis fin à ses fonctions, qui m'avait appelé pour mon savoir-faire, alors qu'à l'origine j'étais à Saïdal en tant que médecin chargé de la veille médicale réglementaire. Le second directeur général auquel j'ai eu affaire et qui est à l'origine de la problématique que je vis dans la douleur actuellement, m'a sollicité pour défendre le cas de 3 pilotes qui ont été inaptes par le Centre national d'expertise médicale du personnel navigant, parce que dans la vie d'un pilote, les examens sont quasi quotidiens, pour ne pas appeler ça dans le cadre des visites annuelles. Dans la vie d'un individu, il connaît pas mal de problèmes de santé. Or, ces pilotes ne sont pas des pilotes chevronnés ni reconnus officiellement, c'était des pilotes stagiaires. Néanmoins, j'ai défendu ces cas-là en tant qu'expert judiciaire. Donc, c'était beaucoup plus en dehors de ma profession de chef de département d'évacuation sanitaire, qui était beaucoup plus redevable d'un contrat de travail en ma qualité d'expert et pour laquelle il a fait un document par lequel il m'a saisi de manière non officielle qu'il allait régulariser cette partie étant donné l'urgence de ces cas de pilotes stagiaires. Quoi qu'il en est, je me suis acquitté de ma tâche en expertisant les 3 cas de pilotes stagiaires et qu'on a remis sur la sellette de la formation. Quelque temps plus tard, ces pilotes, qui étaient au nombre de 48, devaient subir une formation
à l'étranger. Et le 2 novembre, ces pilotes, pour lequel le dossier dont je n'ai ni aucune connaissance à l'époque, dans le cadre de l'élaboration du contrat, ni rien du tout. Donc c'était un dossier qui m'était complètement étranger et donc je me suis acquitté beaucoup plus de la tâche d'expertise ici en Algérie. Or, il s'avère le 2 novembre 2012, ces pilotes ont rejoint la Serbie pour leur formation dans une école appelée communément SMATSA, qui est une école de l'air militaire. Le 5 novembre, je reçois un coup de fil du directeur d'exploitation par lequel il m'informe que après la visite médicale subie au niveau de cette école, il s'avère que 10 pilotes ont été déclarés inaptes. Là, ce fut mon grand étonnement. On lui prétexte de vive voix que c'est inadmissible qu'on puisse retrouver 10 pilotes inaptes, que c'est une grave erreur, peut-être de diagnostic, parce que sur le plan managérial, l'erreur tolérable, elle est de 0,5 à 1%. On ne peut admettre sur une population à peu près de 50, une erreur de 10. Donc là, c'est 20% de marge d'erreur, donc c'est très grave. Or, ces pilotes ont reçu l'aval du centre d'expertise du personnel navigant relevant du ministère de la Défense nationale, comme quoi qu'ils sont aptes les 48. Et il m'informe de la volonté de retransférer ces pilotes en Algérie. Et là, il me semble de valider l'inaptitude prononcée par les autorités sanitaires serbes de cette fameuse école SMATSA. Chose que j'ai réfutée en bloc, étant donné qu'ils étaient sous la souveraineté d'un État étranger et d'une école aussi étrangère. Et que mes limites, mes capacités sur le plan de souveraineté s'arrêtent au niveau de la frontière algérienne. Là, il revient à la charge et il me prétexte que c'est sur ordre du ministre et de l'ambassadeur d'Algérie en Serbie. Là, je réfute, j'ai dit, je n'ai rien à voir avec ni l'ambassadeur, je ne suis pas à l'étranger, ni avec un ministre, mais j'attends éventuellement les éventuels courriers que ma hiérarchie doit me transmettre pour me prononcer sur ces cas-là, dans le cas échéant. Et il me demande, est-ce que je suis doté d'Internet pour rentrer en visioconférence parce qu'au travers de l'écoute, il était ce monsieur en relation avec un certain ingénieur qualité technique avionique du nom de Ben Azouz Saïd qui a élaboré le contrat et du fameux pilote stagiaire qui était président du syndicat. Et là, c'est de l'aberration, un pilote stagiaire ne peut pas être président du syndicat d'entreprise et qui était en Serbie, par lesquels il me demande de rentrer en visioconférence, chose que je réfute. Et là, j'entends toujours ce fameux président de syndicat qui demande à ce que je dois valider l'inaptitude prononcée par l'autorité serbe. De ce fait, je fais une fin de non-recevoir à cette doléance. Donc, nous sommes bien ce jour-là, le 5 novembre 2012. Le lendemain, 2 personnes se présentent à mon bureau, à l'aéroport international Ouali Boumediene, et qui me ramènent une liste avec comportant 10 noms. On me demande de prononcer l'inaptitude. J'examine la liste, je vois bien 10 noms effectifs avec des pathologies à côté. Chose qui est réfutable sur le plan médical parce que là, il s'agit de la vie privée des gens et que des administratifs soient en possession de dossiers médicaux, chose très regrettable qui se passe en Algérie. Parce que le serment d'Hippocrate nous oblige à conserver la vie privée des gens. Je réfute ce jour et on revient à la charge le lendemain, c'est-à-dire le 7. Ce jour-là, je reprends les noms qui étaient apposés sur leurs documents, que je retranscris sur mon calepin avec les éventuels diagnostics profitant de leur inattention. Je me suis attendu à ce que le directeur général se prononce par écrit ou me transmette quoi que ce soit concernant ce dossier. Rien n'a été fait. Par contre, le plus désolant, c'est que j'ai reçu des coups d'appel, des coups de fil de certains pilotes qui étaient en Serbie. Donc, j'ai reçu plusieurs coups de fil anonymes que je voyais sur mon portable. Et c'était des appels masqués. Au bout du 10e coup d'appel, j'ai fini par répondre. Les 2 personnes qui m'ont appelé au travers de ce numéro, dont je conserve encore les références de ce numéro, il s'agit du pilote stagiaire Torch Hicham et Farhi Abdeslam Nadir, qui tous les 2 étaient dans le désarroi parce qu'ils ont prononcé leur inaptitude et qui m'ont fait certaines confidences concernant certains graves dépassements. Et là,
j'ai rétorqué à ces deux pilotes, de la manière gentille, que je ne suis pas censé me prononcer sur quoi que ce soit, étant donné qu'ils sont à l'étranger, sous l'égide d'un pays souverain, régi par un contrat réalisé par Tassili, et que je n'ai rien à voir dans ce dossier-là. Par contre, je vais informer leur hiérarchie qui n'est autre que le directeur d'exploitation, la personne qui m'a appelé le 5 novembre à mon domicile, c'est-à-dire Belbahar Kemal. Et là, je lui transmets le numéro et il les rappelle. Au bout de quelques jours, le directeur général commençait à faire une grise mine envers moi. Parce que j'ai compris un petit peu sa mimique. Et lui qui cherchait à régler certains problèmes aux gens qui l'ont installé à partir de son attraque, donc il cherchait à ce que j'aurais dû faire l'inaptitude. Mais moi, ma qualité d'expert judiciaire agréé par la Cour suprême et le Conseil d'État, ma prestation de médecin d'abord et mon serment d'Hippocrate que j'ai en respect, et aussi le serment judiciaire que je ne peux me prononcer sur quoi que ce soit que dans le cadre légal. Là, ce monsieur a commencé à me faire toutes les misères du monde et qui ont fini par la suite par essayer de décapiter toute ma maison et par lequel je vis dans le désarroi le plus total, démuni de tout moyen. Donc ce monsieur a commencé, pourquoi vous n'aviez pas fait l'inaptitude? J'ai dit, monsieur, je n'ai rien à voir avec ce dossier. C'est un dossier qui ne me regarde en rien. Je n'ai pas été associé à ce contrat. Et là, ça commence à dégénérer envers ma personne. Chose par laquelle, le 25 décembre 2012, le directeur général, par le biais de son secrétariat, m'interpelle de rejoindre le siège social à Hedra, alors que j'étais déjà à mi-chemin vers l'aéroport de mon domicile. Je rejoins Hedra le 25 décembre. Je suis reçu par le directeur général. Ce jour-là restera gravé à jamais dans ma vie, où j'ai subi toutes les humiliations, les menaces et les intimidations possibles de la part de ce monsieur, qui par la force des choses m'a manqué de respect, en me disant « La caravane passe, les chiens aboient. Moi je suis pilote. Ou tu es dans la caravane que je pilote, ou tu es avec, me laissant, tu termines la suite. » J'ai dit, monsieur, effectivement, en matière médicale, moi je suis docteur en médecine humaine. Mais en matière de chiens, d'animaux, cette réponse, je vais la poser à ma fille qui est docteur vétérinaire. Et qu'il s'agit ici de l'indécence. Ce monsieur a cherché, j'ai bien compris un petit peu toute sa démarche, à ce que je m'emporte. C'est vrai, dans mon fort intérieur, j'étais très en colère, très emporté, mais j'ai compris un petit peu les fins qu'il cherchait. Il cherchait à ce que je l'agresse, à ce que je l'insulte. Et je me suis dit, en mon fort intérieur, Dieu donne-moi toute la force. Parce que je pouvais faire une bouillie si on était à l'extérieur. Je m'excuse un petit peu. Je reviens un petit peu ces instants très douloureux pour moi. Ma qualité de médecin, c'est très déshonorant de la part de certains hauts responsables de ce pays qui tiennent des langages de voyous, de violence envers les hommes de science. Je ne suis pas le seul. Et ça m'a fait rappeler, il y a quelques semaines, où un wali avait dit à son directeur d'exécutif, « Ntahmar, tu es un âne. » Ce directeur s'est suicidé quelques jours après. Et là, on voit un petit peu le niveau de certains de nos responsables qui sont en train de violenter toute cette crème universitaire. C'est malheureux que mon pays ait des gens irresponsables, des décideurs qui ne sont responsables de rien et qui veulent faire émerger ce pays. Au lieu de l'émerger avec la science, ils sont en train de s'employer à la violence. Et là, je m'en remets un petit peu à toute cette diaspora qui a quitté le pays. C'est vrai, je me suis retenu en 91. J'étais en première ligne quand l'Algérie était à feu et à cendre, accomplissant mon devoir humanitaire en extramuros, à sauver des vies humaines. Mais il est très fort regrettable de voir qu'est-ce qu'il est devenu le pays. Au moment où on s'attendait qu'il y ait une réémergence, maintenant, on voit qu'il s'enfonce.
Et le comble, on parle de compagnie aérienne. Moi, je dirais beaucoup plus qu'on va vers le fond et non pas vers l'aérien. J'ai dit, vous avez terminé, monsieur? Oui. Donc, je prends mes affaires et je ressors complètement coléreux, mais retenant ma colère. Intercepté par quelques cadres qui étaient dans les couloirs, ils étaient un petit peu étonnés. Bon, pas étonnés, mais des gens cherchaient à comprendre, des gens cherchaient, parce qu'il y a eu beaucoup de complices dans cette affaire de pilote faussaire, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ah, j'ai dit, votre directeur général est spécial, on doit le mettre dans un zoo, parce qu'il parle d'animaux et de chiens, ou bien à la fourrière. J'ai repris mes claques et je suis reparti vers mon bureau à l'aéroport, vers ma structure. Et là, ironie du sort, comme je revois un dossier qui atterrit chez moi, daté du même jour, du 25 décembre, où on me demande, dans le cadre d'un comité d'experts, de réévaluer, de revoir le cas du dossier Farhi Nadir Abdeslam, ce pilote qui a été inapté par les Serbes, par des médecins serbes, non agréés par leur direction de l'aviation civile, telle que préconisée par la réglementation officielle de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Mieux encore, je vois qu'il s'agit de pilotes de chemin de fer. Je prends le dossier et je m'attelais pour la réunion qui devait se dérouler le 6 janvier 2013. Volte-face, le 31-12, 2 personnes relevant de la direction des ressources humaines et des moyens, 2 agents, se présentent dans mon bureau, mani militari, accompagnés du responsable de la sûreté interne d'entreprise, avec la sommation verbale de quitter le bureau, mon bureau. Ces 2 personnes, ainsi que le responsable SIE, sûreté interne d'entreprise, qui n'est autre que, dans le cadre futur, mon principal agresseur avec tentative d'assassinat sur ma personne, me disent, texto, nous, on est chargé d'appliquer les ordres du directeur général, à savoir changer les serrures de ma structure, où il y avait aussi mes collaboratrices et qui étaient ce jour-là. L'une était en congé, l'autre, j'avais mise à la disposition de la ressource humaine pour son incapacité de travail et pour ses absentéismes. Et cette personne que je n'avais jamais accepté sa venue vers moi, qu'on voulait cacher des choses. Ils ont commencé à procéder à la casse et l'effraction, échanger les serrures. Il s'avère qu'il n'y avait aucun document écrit. Et on me somme de sortir pour changer la serrure de la porte centrale. Nous sommes bien le 31 décembre 2012, la veille de la nouvelle année 2013. Ça m'a fait excessivement mal de rentrer chez moi encore une fois sans que je puisse profiter de cette fameuse journée avec mes enfants, avec ma femme, sans pouvoir acheter quoi que ce soit parce que j'étais déjà blasé, j'étais déjà cassé et je savais que c'était le commencement de tout un long process que j'avais anticipé parce que le directeur général, sa manière ici, que j'avais anticipé par mes écrits, il s'est attelé à ce que je fasse une démission depuis plusieurs semaines pour mon refus d'inapter les 10 pilotes. Comme il l'avait fait avec 16 cadres qui ont été décapités de cette entreprise. Je dis bien 16 cadres qui ont quitté l'entreprise, qu'il a fait quitter. Pour les mêmes raisons. Presque les mêmes raisons. Bon, chacun on regarde sa spécialité. Soit parce que c'était des compétences, comme monsieur était copilote qui a été éjecté d'Air Algérie, et avec son parcours noirci à Air Algérie, et ses frasques à Air Algérie, il y avait certains responsables qui étaient au niveau de cette ex-compagnie, Air Algérie, qui avait rejoint, que l'ex-PDG avait ramené en tant que compétence pour mettre cette nouvelle compagnie sur le chemin, c'est-à-dire pour l'évolution de cette compagnie. Mais ce monsieur qui n'a même pas le bac, qui est plus jeune que moi de 5 ans, et qui n'a aucun diplôme, et qui se réclame en tant que pilote. Donc ce monsieur qui a éjecté 16 cadres,
Il y a eu même des docteurs en management, des ingénieurs d'aéronautique qui ont fait plus de 30 ans d'aéronautique. Il y a eu même, je me rappellerai, son instructeur qui l'a fait éjecter. Alors dire, bon, je dirais monsieur par respect, là j'aurais accepté avoir Osarès en tant que tortionnaire que d'avoir un compatriote de la même citoyenneté. Dire que Osarès, qui a reconnu même ses crimes par la suite, mais d'avoir un compatriote, un Algérien qui vous persécute, qui vous intimide, qui vous menace, qui essaie d'attenter à votre honneur, à votre dignité, là c'est très grave. C'est très grave ce qu'on assiste dans notre société algérienne. Donc ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à charger les gens d'élaborer des rapports à mon encontre. Je me suis présenté après le 1er janvier, comme à l'accoutumée, à mon bureau, chaque jour. Aucune suite n'a été réservée, malgré mon déplacement à son secrétariat où j'ai signalé que je dois le voir en date du 2 janvier, dans le but un petit peu de comprendre ce qui se passe. Rien n'a été fait. Au bout du 5e jour, j'élabore un courrier à 2 heures du matin et que je fais transmettre par huissier de justice en relatant les faits et d'élaborer un constat. Effectivement, le 6, l'huissier de justice s'est présenté au niveau du groupe Sonatrach, officiellement, et dont je garde des copies. Mon courrier qui n'a rien, ni de propos diffamatoires, ni rien d'humiliant, mais par contre je le mettais devant le fait accompli en relatant les faits. Ce monsieur s'en sert. Il demande ma comparution devant le conseil de discipline pour propos injurieux et diffamatoires envers le premier responsable, dans le but de justifier un petit peu ses actes. Le 6 du mois de janvier, je me suis réuni sachant que je suis sans bureau, sans structure, pour le cas qui m'a été transmis avec 2 autres personnes, pour statuer sur le cas du fameux pilote Farhi Nadir Abdeslam. Et là, volte-face, je vois le fameux président du syndicat, le fils d'une magistrat qui a toujours fait un trafic d'influence et abus d'autorité de sa maman, et par lequel il menace pas mal de cadres. Il s'agit bien du cas de Hadjarsi Shakir, ce protégé qu'on veut à tout prix faire pilote alors qu'il est inapte médicalement et qui a 6,52 de moyenne sur 20. Donc il était déjà non accepté au concours. Il me fait la sommation. Non, ce monsieur, vous devez prononcer son inaptitude. J'ai dit, monsieur, vous n'avez rien à voir dans ce dossier-là. Vous n'êtes pas médecin et vous n'avez rien à vous prononcer. S'il y a bien quelqu'un qui doit prononcer son aptitude ou son inaptitude, c'est bien moi. Mais moi, je ne le ferai pas étant donné que ce monsieur a fait un recours dans les règles de l'art accepté par la direction générale, retransmis à une commission d'expertise. Et là, je juge en mon âme et en conscience que ce dossier est recevable sur la forme. Maintenant, sur le fond, je demande son expertise par le Centre national d'expertise médicale du personnel navigant, MDN. Par contre, c'est vous qui êtes inapte parce que vous avez une aptitude avec dérogation. Et pour les gens qui connaissent un petit peu le système aérien, on sait bien que le pilote stagiaire, quand il a une aptitude avec dérogation, elle équivaut à une inaptitude. Donc là, c'est un vrai faux document qui a été élaboré dans le but d'outrepasser, étant donné qu'au ministère des Transports, à la direction de l'aviation civile, il n'y a pas de gens assez compétents pour pouvoir traduire. Quand on parle aptitude avec dérogation, en classe 1, c'est une inaptitude. Mais le fait de voir aptitude, ça veut dire qu'il est apte. C'est dans le but de faire délivrer le document. Mais monsieur Cordourli, là on parle de 10 pilotes faussaires. Les critères de sélection, c'est qu'il faut avoir moins de 27 ans. Une des choses. Il faut avoir un bac sciences ou maths-LM. Il faut avoir accompli 2 années d'études universitaires à terme. Il ne faut pas être inapté au service national pour raison médicale. Or, le cas ici existe. Quand il y a des gens qui ont des inaptitudes médicales au service national, il ne peut pas être apte dans une compagnie aérienne ou dans n'importe quel corps paramilitaire ou dans certains métiers sensibles. Un certificat de toise, c'est-à-dire taille et poids. Que ces critères d'IMC soient recevables.
parce que surtout chez les pilotes jeunes, stagiaires, quand s'il y a des problèmes d'obésité ou de surpoids qui sont à l'origine de pas mal de pathologies cardiovasculaires et voire même d'autres pathologies telles que le diabète, c'est des gens qui sont susceptibles de développer. Donc c'est pour ça qu'on s'attelle l'OACI ou bien le système JAR FCL3 tel qu'il est préconisé en Europe, c'est les normes médicales aériennes retenues pour les pays européens qui sont encore plus strictes que les normes OACI. Ou bien si je reviens à cette école serbe militaire qui faisait autrefois partie de l'ex-Yougoslavie, qui a fait de l'arnaque, je dis bien de l'arnaque, la Serbie candidate à l'époque de l'Union européenne et qui s'autoproclamait faisant application du système JAR FCL3. Or, les normes et les référents et le matériel médical relevaient de l'ex-URSS. Et là, je sais bien qu'est-ce que je dis, parce que si c'est une école militaire aérienne, ils se sont servis dans le cas de certains des pilotes du fameux fauteuil pendulaire. Or, le fauteuil pendulaire qui est devenu obsolète depuis 82, même à l'OACI, ils l'ont utilisé pour nos pilotes. Ce fauteuil pendulaire est beaucoup plus réservé pour l'aviation supersonique, c'est-à-dire les pilotes de chasse, alors que chez nous, c'était l'aviation civile, c'est le subsonique, moins de Mach 1. Expliquez aux auditeurs, parce que là, ça parle de Mach 1. Mach 1, c'est la vitesse au-dessus du mur du sang. L'aviation civile, c'est moins que cela. C'est les pilotes de haute voltige qui sont susceptibles de subir ce qu'on appelle les tests supersoniques. Or, le pilote de l'aviation civile, il ne va pas faire de la haute voltige, il ne va pas faire de la chasse aérienne. C'est un pilote qui transporte des passagers. On ne peut pas faire passer des pilotes de l'aviation civile sur des tests militaires. Mais un pilote de l'aviation civile ne peut pas devenir pilote de chasse. Est-ce que c'était voulu pour les inaptés? Parce que 10 pilotes, dont chaque pilote, sa prime de formation, elle était de 60 000 € et à quelques jours du départ d'Alger, c'est-à-dire le retour, s'agit-il là d'un détournement d'argent ou d'une éventuelle substitution par d'autres pilotes? Gardez bien au chaud de certains hauts responsables. C'est de là qu'on se pose la question, pourquoi la Serbie? Effectivement, alors que les équipements répondent aux normes de l'ex-République soviétique. Pourquoi dans le contrat, les différents audits pour lesquels le fameux petit responsable là, de tout cet arnaque qui n'est autre que Ben Azouz, Saïd, qui a pris certains de ses amis dans le but d'appliquer ce contrat, n'a pas procédé à l'audit médical. Il y a eu un audit sur la formation, il y a eu un audit sur l'école, un audit sur le type d'avion, un audit sur le niveau d'anglais, sauf l'audit médical. Là, c'est quelque chose d'inquiétant. Inquiétant dans la sorte où on ne connaissait pas les référents des médecins de cette fameuse école serbe SMATSA. On n'avait pas l'audit des équipements sur lesquels passaient nos pilotes. Et maintenant, on voit que des pilotes sont passés, c'est des médecins de chemin de fer. Ça coûte combien une formation en Serbie? Pour chaque pilote, ils ont déboursé aux environs de 60 000 €. Ça, c'est pour la partie pratique. Parce que la partie théorique a été faite en Algérie, à l'école ORES. Il y a eu toujours des dérogations pour former les X et les Y de certains responsables, et alors que la majorité du peuple n'a rien. Et aujourd'hui, on est à l'endettement. Je souhaite que mon appel puisse aboutir à l'OACI, à l'Organisation de l'aviation civile internationale, auprès des bureaux européens et africains, interdit toute formation de ces pilotes-là parce qu'ils présentent des dangers potentiels sur la sécurité des voyageurs. Ces pilotes ne devaient pas rejoindre les lignes de transport aérien. C'était des pilotes à l'origine qui devaient être dans l'agricole, qui devaient être pour le lavage des pylônes d'électricité. L'entreprise Tassili Travail Aérien, qui est une filiale de Tassili Airlines, n'a nullement le droit, en vertu de ses objectifs, dont il y a eu 4, à savoir la partie agricole, l'épandage d'engrais, de pesticides, la lutte anti-acridienne, l'évacuation médicale, aérienne, le lavage de pylônes pour sonner le gaz, et, en dernier ressort, certains levées topographiques. Aucun de ces objectifs n'a été concrétisé.
Mieux encore, le capital social d'entreprise, qui était de 800 millions de dinars, plus de la moitié a été destiné à la formation de ces pilotes. Or, c'était une start-up. Une start-up n'a pas besoin de former des gens, ne doit pas former des gens sur le plan managérial. Une start-up doit ramener des pilotes professionnels pour pouvoir démarrer son activité et être bénéfique et être rentable. C'est une compagnie maintenant qui existe depuis 2006. Moi, je l'ai rejoint en 2011. J'étais appelé à cette compagnie. Et là, elle stagne toujours. Elle n'a pas de siège social. À chaque fois, elle loue à droite et à gauche. Des équipements complètement obsolètes. Elle s'est acquise d'une flottille. C'est vrai, quand vous voyez le site web 19 avions, mais il faut voir quel type d'avion. C'est des avions qui ont plus de 10 ans d'âge et voire 15 ans d'âge. Une start-up ne peut pas démarrer avec du matériel réformé ou du matériel qui a été rentabilisé par la compagnie mère qui l'a revendu à sa filiale. Mieux encore, en matière de normes de sécurité, parce que on m'a collé aussi le dossier HSE pour pouvoir mieux m'aggrapper, pour mieux me casser. Le directeur général m'a collé un deuxième département dans le but un petit peu de me casser. Pour lui, je vais m'occuper des HSE, donc je ne connais pas, et c'était le meilleur moyen pour lui de pouvoir m'éjecter. Il s'est avéré que je suis à l'origine du premier manuel du système de management HSE air-sol en Algérie. Et la première fois qu'il a été vu à la direction de l'aviation civile, ils étaient fort très étonnés. Et là, je renvoie un petit peu les auditeurs qui sont en train de m'entendre sur YouTube pour voir la première émission sur le plan aéronautique algérien depuis 62 sous l'intitulé Algérie Aviation. Là, je souhaite que les gens puissent avoir une idée de ce qu'on a conçu. On nous parle d'un aéroport international. Tout citoyen souhaite que son pays se développe. Moi, je suis pas là pour critiquer mon pays pour faire de la critique. Mais la critique doit être constructive. C'est elle qui nous permet d'évoluer. Moi, je suis pas un politicien, je suis un technicien. J'ai voulu faire que cette entreprise soit représentative, qu'elle soit une référence sur le plan aéronautique. Mais les responsables doués de vol, doués de servir ceux qui les ont installés sur des postes. Moi, aujourd'hui, j'ai les mains, les bras et les pieds brisés. On m'a brisé ma main le 27 janvier 2016. Vous avez été agressé. Justement parce que j'entends un petit peu à droite et à gauche des politiques dire il faut retrousser les manches. On a cassé tout ce qui était algérien capable d'apporter un petit pour son pays. On les a martyrisés au point que certains sont partis de ce pays et qui font le bonheur de pas mal de compagnies et de laboratoires étrangers. Et je tiens à leur dire bonjour et vous avez bien fait. Par contre, moi, on m'a brisé les mains et on m'a brisé les jambes. Le 27 janvier, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat sur ma personne dans le but d'étouffer ce dossier. Je me suis déplacé à cette entreprise-là, je me suis bien déplacé avant d'aller à l'entreprise vers l'inspection du travail située à Bab Zouar, dans le but qu'on me remette des documents transmis par huissier de justice, 12 pièces. Et les documents sont en ma possession et sont au niveau de chez le ministre de la Justice, sont chez l'inspecteur général de la magistrature, sont chez le procureur général de la Cour d'Alger, au tribunal de Birman-Adraès et au tribunal de l'Harraj qui ne me disent pas que vous êtes en train de mentir, dûment transmis par un huissier de justice. Mais mes agresseurs qui sont venus m'intercepter avant que je n'arrive vers cette entreprise, à 40 mètres sur la voie publique, dans le but d'étouffer le scandale et de servir, c'était des barbouzes, dans le but d'étouffer que la flamme n'atteigne les hauts responsables, certains du moins de son atraque, qui sont impliqués dans ce gros dossier, on a essayé de m'assassiner. 3 individus se sont pris à moi. Je n'ai même pas atteint la porte d'entrée. J'étais à peu près à une quarantaine de mètres sur le versant opposé. Vous avez reconnu ces agresseurs, vous les connaissez auparavant? Bien sûr, mes agresseurs étaient connus, sont connus. Ils sont chargés par qui? C'est les gens qui veulent enterrer le dossier des pilotes faussaires. Parce que ces 3 agresseurs, qui n'est autre que le responsable de la sûreté interne, du DRH qui était présent lors de l'effraction et qui l'ont chargé de m'évincer de l'enceinte aéroportuaire, malgré mes appels incessants
et mes déplacements vers les structures de police de l'aéroport international chez le responsable, le commissaire principal Boukhaoui chargé de la sécurité de l'aéroport international Houari Boumediene, qui a été informé, le commissaire divisionnaire Hussein, et j'ai été même voir le directeur de la police aux frontières, à l'époque c'était L'Ghali L'Zrag. Et j'ai fait un tas de signalements concernant pas mal de déplacements et de certains faux documents. J'ai dit, monsieur, est-ce que je dois faire un document, informer votre hiérarchie en faisant un 21-27? Il m'invite à prendre un café, monsieur. On se connaît, c'est pas mon ami, mais on se connaît depuis pas mal d'années. Parce que j'ai intervenu sur l'aéroport Houari Boumediene du temps où j'étais à la protection civile, concernant les attentats de Houari Boumediene, concernant la prise d'otages d'Air France et tout ce qui s'ensuit. Mais par contre, tout a été renversé sur ma personne. Et là, je demande un petit peu s'il y a un directeur général de la Sûreté nationale qui doit revérifier mes déclarations. Mais j'ai rencontré des difficultés avec certains policiers qui se sont mis à partie. Je ne mettrai pas l'institution de police que j'incrimine, mais les gens qui se servent de leur sigle et de leur tenue de police, qui ont apporté un soutien considérable à ce responsable de la Sûreté interne, qui n'est autre qu'un ex-commandant du Hars al-Jumhouri, de la garde présidentielle, et qu'on ramène en tant que responsable sûreté interne. Le plus étonnant, heureusement qu'il y a une société étrangère, on peut visualiser les cassettes vidéo ou les CD du moment de l'agression parce que j'étais en face de cette société étrangère. Il y a les preuves. Les preuves à l'appui qui ont fait l'objet de déclarations dans le cadre de la déclaration de police, sur le PV de police de la plainte. Mais il est fort étonnant maintenant, au niveau de l'instruction, je revois un film qui a été complètement manipulé, mais toujours est-il que le responsable sûreté interne a bien fait plus de 40 mètres du siège de l'entreprise, se dirigeant vers moi qui me trouvais sur le trottoir opposé et en face de la société étrangère, et qui s'est agrippé avec ses deux coacolytes, lui en face et les deux autres qui me portaient des coups dans le dos. Bon, j'ai été hospitalisé le 9 juin, j'ai subi une intervention chirurgicale au niveau de mon doigt, j'étais embroché. Il y a une capacité totale de travail de 66 jours et je m'excuse, demain, c'est mardi 8 novembre 2016, je vais être opéré pour mon genou. Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe médicale et les confrères de l'hôpital Mayo qui m'ont pris en charge. J'aurais souhaité un grand soutien de la confrérie médicale algérienne, que je vois qu'elle est absente, hormis certains amis, les médecins de Mayo que j'ai sollicités. Mon grand désarroi se porte sur le Conseil de l'ordre algérien, médical algérien. Et je le dis bien et je le redis. On m'a bel et bien envoyé dans le cadre des renouvellements des instances ordinales. Et là, je le montre à M. Arzki. Le docteur Youssef Khouja Jamal Abdelnour, président de la commission régionale, m'invite bien pour le renouvellement du 2/3 du Conseil de l'ordre. Mais on ne s'est jamais inquiété du docteur Kourdorli ou des autres docteurs qui ont subi pas mal d'agressions au niveau des hôpitaux. Hier, j'entendais sur une des radios algériennes, on s'attelle sur le problème des fautes médicales, c'est vrai. Le citoyen, on doit le soigner. On s'attelle à tapasser du médecin, mais on ne veut pas connaître le sort du médecin en Algérie. Le médecin en Algérie, je m'excuse de le dire, je vais le dire en arabe, c'est-à-dire que le médecin doit être disponible H24. S'il a un vaccin pour son enfant, il ne peut pas s'absenter. S'il a une urgence chez lui, il ne doit pas s'absenter. S'il doit vaquer à ses occupations les plus urgentes, non, il faut qu'il soit disponible, c'est un robot. On veut que le médecin soit présent, mais on ne veut pas lui donner les moyens techniques pour accomplir sa mission médicale. Il est vrai que notre métier, il est noble. En Algérie, on l'a clochardisé. On veut transformer les médecins en charlatans, c'est-à-dire remettre uniquement des ordonnances. Purement commercial d'ailleurs, c'est redevenu des commerces. À titre hospitalier. Non, ils ont tous quitté l'hôpital, ils en ont marre d'être malmenés par le citoyen. Malmenés parce qu'il ne peut pas faire face. Je vais vous dire, moi, il y a des vérités. Quand vous recevez un service d'urgence, plus de 200 malades jour, un médecin ne peut pas recevoir au-delà de la norme. C'est les niveaux d'urgence qui ne sont pas respectés. Il n'y a pas de médecin de famille, il n'y a pas de... Pour arriver aux urgences, il y a quand même une procédure à suivre. Mais tout le système organisationnel, il est défaillant. À l'époque, j'ai contribué dans mon pays en mettant le SAMU national. Je suis le concepteur, je le dis sans me vanter. Et je défie quiconque qui vient me prouver le contraire ou me contredire parmi les politiques ou parmi les responsables centraux. Parce que moi, j'étais aux premières lignes. Je l'ai conçu.
On a monté le SAMU de la protection civile, qui ne s'appelle pas le SAMU, qui s'appelle le service d'urgence médicale de la protection civile. 2 années plus tard, le ministre de la Santé, Guy Daume, qui me sollicite pour monter parce qu'on ne pouvait pas répondre à toute la demande. J'ai dit notre service doit répondre à un certain type de pathologie. Là où il y a la détresse, l'accidentologie routière, les accidents industriels. Donc on ne pouvait pas, c'est ce qu'on appelle dans la réglementation le transport primaire. Et il fallait qu'il y ait un deuxième, le transport secondaire. Le SAMU dont j'ai mis toute l'ossature du SAMU et pour laquelle j'ai contribué à partir de fin 93 en mettant à la disposition de ce SAMU 6 ambulances de la protection civile parce qu'il n'y avait pas d'ambulance. C'était des ambulances jaunes qui ont été repeintes en blanc et qui l'ont surnommé à l'époque par le directeur de la santé de la population UMAM, Unité mobile d'assistance médicale. Et par la suite, ils ont changé de dénomination pour devenir le SAMU. Et actuellement, à leur tête, il y a le docteur Choukri Felloh, qui était un bénévole chez nous à la protection civile, qui des gens cherchaient à faire des stages, même des internes voulaient faire des stages pour pouvoir un petit peu agrémenter leur manière de faire de l'urgence. J'ai aimé tellement mon métier. L'amour de mon métier a fait de moi le plus pauvre médecin en Algérie. C'est pas pour demander l'aumône. Sachez, chers auditeurs, que le docteur Kourdourli, il est privé de son salaire depuis 2003. Et votre dossier de retraite qui est bloqué? Non, je n'ai même pas le droit à la retraite parce que ça fait maintenant 16 ans que je n'ai pas d'entrée d'argent. J'ai essayé de me reconvertir tant bien que mal. J'ai travaillé même pour 25 000 dinars par mois, avec un bac plus 16. Actuellement, on me prive, là où je vais, une fin de non-recevoir. Je n'ai pas un dinar en poche par mois, aucune rentrée d'argent. Je vis en étranger chez moi. Je me considère comme un autre, je me fais tout petit. Moi qui ai fait sortir cette médecine d'urgence des hôpitaux, et je l'ai transformé en médecine d'urgence opérationnelle, c'est-à-dire que des médecins pouvaient faire différents actes dans la rue, sur un ravin, dans une forêt, sur une voie ferrée. Et Dieu, les cas ne manquent pas. Mais chez nous, en Algérie, tout celui qui veut innover, on veut l'enfuir. On revient vers l'affaire, monsieur Kourdourli. Être pilote est le rêve de tout Algérien. Un rêve auquel ne peut accéder que les fils des hauts responsables. J'ai envie de dire quelque chose. C'est-à-dire que je ne suis pas contre le fils d'un haut responsable. Mais s'il justifie de la compétence et des critères, c'est un Algérien comme les autres. Qu'il soit ministre, qu'il soit général, qu'il soit n'importe qui. Mais il faut qu'il y ait l'égalité des chances. D'accord, pour une égalité des chances, mais il faut remplir les critères. Dans les dossiers que j'ai eu entre mes mains, par la suite qu'ils ont voulu justifier, et vous savez pourquoi ils m'ont demandé d'inapter? Moi, je connaissais pas la partie théorique. On m'a sorti des dossiers, on m'a confié un vieux micro. Parce que chez nous, quand vous êtes cadre, on vous donne pas des moyens matériels de haute technologie. On vous donne un petit peu les restes des autres. On vous achète pas un micro. Moi, j'étais venu avec un savoir-faire. Je n'étais pas venu travailler en tant que fonctionnaire. Parce que le savoir-faire, ça se paye. Un savoir-faire peut équivaloir à la moitié du capital de l'entreprise. Des fois, on achète bien des licences de produits pharmaceutiques. C'est ça le savoir-faire. On achète bien des savants pour les ramener vers d'autres entreprises. Le plus désolant, c'est que nos responsables, nos décideurs, ramènent des experts étrangers. Et vous savez que ces experts étrangers qui ignorent la réglementation algérienne se rabattent sur des experts algériens. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'exporter pour garder uniquement les médiocres dans des postes et dans des fauteuils, derrière des climatiseurs. Et nous parler d'austérité, il faut serrer la ceinture. On la sait serrer déjà quand même assez comme ça. Et je n'ai pas besoin de leçons de quiconque de ces politiques. Donc, ces pilotes, moi je ne suis pas contre l'égalité des chances, c'est dire que tout Algérien qui remplit des critères, que ce soit en pilotage ou au niveau universitaire ou au niveau d'un institut, mais le passe-droit que quelqu'un vienne et essaye d'enlever un Algérien pour placer son fils, parce que celui qui a été installé
le directeur de l'institut ou le recteur n'était pas à sa place et on l'a installé parce qu'on l'a gratifié. Maintenant, tu m'enlèves 2 ou 3 et tu me mets 2 ou 3, t'as mes copains. Et c'est ce qui fait la médiocrité du travail. C'est une république. Maintenant, si c'est la monarchie, qu'on l'instaure cette monarchie. Et là, on aura le droit de partir là où on veut. Maintenant, si on me dit, monsieur, on n'en veut pas de vous, d'accord, mais que les mesures d'harcèlement cessent. Ces politicards qui nous demandent de retrousser les manches. J'aimerais bien les inviter et on va se retrousser les manches sur n'importe quel chantier. Et on va voir ce qu'ils font. Messieurs les administratifs, avec des ventres bien ballonnés, avec des cravates et des costumes et des belles voitures étuilantes, qui viennent nous guider sur la bonne voie de retrousser les manches. Monsieur Kourdourli, est-ce que vous faites confiance en la justice algérienne? Est-ce que déjà il y a une justice algérienne? N'importe quel citoyen de son pays doit faire confiance en la justice algérienne. Moi, ce que je demande à la justice algérienne et aux magistrats algériens, et il y en a des potables, et il y en a des gens qui se respectent. La preuve, on m'a attaqué moi et 6 journaux. La compagnie Tassili a fait une diffamation à mon encontre. Et à l'époque, j'étais gravement malade, 5 mois alité. C'est pour imposer le silence, on attaque la presse. Voilà, on attaque la presse pour un petit peu pour garder la médiocrité, pour ne pas se retrousser les manches. Heureusement, il y a des magistrats qui se respectent, qui sont d'une certaine valeur, qui ont de la moralité, qui ont de l'éducation, qui ont de la conscience. Et des fois, vous avez quelques qui sortent du lot. C'est l'ami de Flaine. Et il se met de la partie. C'est le système qu'on a voulu. Ou bien même certains députés, je vais vous parler de certains députés. L'article 100 de la Constitution, j'invite les concitoyens à voir ce qu'il en est. Moi, je ne vais pas voter de toute façon. Je ne vais pas voter, je ne voterai pas. Et je le dis carrément, j'ai manque mes droits, je n'ai pas d'assurance sociale, je n'ai pas de RMI, je n'ai pas un dinar en poche. Pour qui je vais voter? Pour des gens qui ne me représentent pas, qui ne peuvent pas porter ma doléance au niveau institutionnel. Qui ne protège même pas son citoyen. Mieux encore, là vous réveillez quelque chose en moi concernant ce dossier de pilote faussaire. Les responsables de Tassili ont tout fait, même pour éventuellement, après toutes les séries de mesures, j'ai eu 7 procès, j'ai gagné 6. Ils ont fait des sales rapports sur mon compte, si vous aurez l'occasion de les voir. Vous cachez mon nom, vous verrez que c'est un terroriste. Ils m'ont transformé en terroriste. Voyons que je suis un battant. J'ai fait une étude psychologique sur moi-même. On me dit, il veut pas lâcher le morceau. Oui, je lâche pas mes droits. Ils ont voulu même me traduire chez un psychiatre. Barbouze, à l'effet de me faire délivrer un certificat de psychiatrie. Dans le but d'enterrer cette affaire, dans le but aussi d'annuler les 2 poursuites pénales que j'ai engagées après l'effraction et l'éviction de ma structure, le directeur général a été bel et bien convoqué à de maintes reprises par la police. Et la seconde, c'était le 4 mars 2013. Et le 24 avril, il a été bel et bien convoqué par la section recherche de la gendarmerie nationale à Bab Jdid. Il est resté 2 jours. Mais certaines personnes ont voulu influer sur la chose dans le but de le faire échapper, de camoufler cette affaire et entre-temps me faire délivrer un certificat médical de psychiatrie en vue d'annuler les 2 plaintes. D'annuler mon rapport d'expertise finalisant que le pilote Farhi Nadir Abdeslam est pilote officiellement. Il est pilote officiellement aussi sur un dossier bien transmis du ministère de la Défense nationale qui a été validé par un général, le directeur du CMPN, le professeur Faisal Messoudi, après qu'il ait subi tout un tas d'expertises. Que les fameux pilotes serbes de chemin de fer, qu'il était inapte. Donc vous voyez un petit peu qui est-ce qui est en train de faire du mal. Si j'ai cité ce général, c'est pas pour le flatter. Il a fait son travail correctement et c'est pas lui qui a fait le travail. Il y a toute une équipe et j'étais présent. Il a été passé dans différents trucs. Et ça ne veut pas dire que si je suis en Algérie, je suis en train de lui caresser la main dans le sens du poil. Non. Mais maintenant, pourquoi cette ambassade étrangère à Alger, serbe, dans le but de dédouaner le directeur général, fait un faux rapport encore, en date du 18 juin 2013. D'ailleurs, c'est un faux rapport. Jusqu'à quand on devient des mal lotis chez soi par le biais de certaines représentations diplomatiques à l'effet de cacher certains responsables qui ont grappillé, qui ont détourné de l'argent public
Et nous, on nous demande de nous retrousser les manches. Je lance un appel de détresse à l'ensemble de la communauté médicale algérienne, qu'elle doit se mobiliser non pas uniquement pour mon cas, pour défendre un petit peu son cas, parce que tout médecin est susceptible, sauf ceux qui ont vendu leurs âmes, tels que la psychiatre de Mustapha qui est venue au secours de son atraque en vue de me délivrer un certificat de psychiatrie, mais chose qu'elle n'a pas pu faire. Au médecin de la CNAS de Bermorad Raïs, je n'aurais bien le docteur Yikhlef Kahlarrask qui a fait des faux dans le but que je ne puisse pas avoir mes prestations en espèces, sachant que je suis son aîné, plus diplômé qu'elle. Donc elle doit faire ses excuses et elle doit faire par le biais de son directeur général, c'est un gars de ma promo et il est médecin comme moi, qui m'a dit il y a pas longtemps, je vais m'occuper de ce dossier. Donc si on veut camoufler le docteur Kahlarrask, médecin conseil de la CNAS, qui m'a dit voilà, vous n'êtes pas la conscience de l'Algérie. Je suis la conscience médicale de ma propre personne et de mes malades. Je fais mon travail en mon âme et conscience, mais je me demande si vous êtes médecin encore dans votre âme. Je fais un appel aussi au réseau médical euro-méditerranéen de m'aider afin que je puisse retrouver mes droits et ceux de ma famille. J'ai perdu tous mes droits. Bientôt, je vais être grand-père dans quelques jours. Je suis soutenu juste par quelques amis ou bien par mes enfants. Il y a des journées où je reste chez moi pour éviter de grosses dépenses. Je remercie la Ligue algérienne pour la promotion des droits de l'homme, en son président, Maître Nordine Benissad, et les deux brillants avocats, les dauphins, j'appelle mes enfants parce qu'ils ont l'âge de mes enfants, Maître Belahar Zakaria, qui est un brillant avocat. C'est pas parce qu'il défend ma cause, non, il est très sérieux. Et Maître Zali Hamza, qui ont beaucoup fait pour moi. Sans oublier d'autres, Maître Badi, Maître Gennan et ceux du réseau des droits de l'homme, en l'occurrence Maître Ahmin, que je remercie énormément par rapport à la confrérie médicale qui a manifesté son absence totale et surtout le Conseil de l'ordre médical algérien. Merci. Merci de répondre à nos questions, Monsieur Kordourli. C'est à moi de remercier votre honorable chaîne de m'avoir accordé cette occasion de verbaliser l'endurance d'un médecin, d'un père de famille et d'un citoyen qui aime son pays, qu'il a toujours aimé, et ce n'est pas pour de la flatterie. J'aurais bien pu être à l'extérieur de mon pays, être au niveau d'un grand laboratoire ou de n'importe quelle entité médicale, comme les médecins que j'ai formés, qui sont au niveau des SAMU parisiens, de pas mal d'hôpitaux parisiens, et que je salue au passage.